Mesdames et messieurs, bonjour. L'émission Conversation sur WF1 TV a le plaisir d'accueillir ce matin le professeur Ndioro Ndiaye, ancienne ministre et ancienne fonctionnaire internationale. Avec vous dans cette émission, Aminata Diallo, ancienne députée, deux femmes leaders, une discussion intergénérationnelle, une discussion intragénérationnelle sur des problématiques qui interpellent les femmes. Mesdames, bonjour. Bonjour, madame. Alors, deux parcours également exceptionnels. Vous semblez assez proches, hein, professeur Ndioro Ndiaye, Aminata Diallo. C'est beaucoup d'empathie et d'affection que vous semblez éprouver pour Aminata. Pourquoi? Mais parce que c'est ma fille. Elle est devenue ma fille, oui, par la force des choses. J'ai été membre du gouvernement sénégalais à une période où, au plan international, au plan global, tout le système des Nations Unies, en particulier ses États membres, réfléchissaient sur l'avenir de l'enfant, sur qu'est-ce qu'il fallait pour l'enfant, quel était le moule dans lequel, si moule il peut y avoir, quel type de moule nous pouvions créer pour faire évoluer au mieux de ses capacités l'enfant, tout simplement, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit asiatique et qu'il soit de n'importe quel autre monde. Et il s'est trouvé que pendant cette période, j'ai eu la chance, moi, d'être aux affaires, au ministère du Développement social, et j'avais en charge l'enfant. Et une de mes collègues, qui était ministre de l'île Maurice à l'époque, Chérine Zifra, oui, m'a fait le bonheur de me dire que j'ai parcouru les documents du gouvernement sénégalais et en particulier vos lettres, les lettres que l'on vous donne, les lettres de service de politique spécifique que l'on vous donne quand vous prenez fonction. Mais s'il est vrai qu'on vous a confié et la femme et la famille et l'enfant, vous êtes le ministre de l'essentiel dans absolument, ce gouvernement. Et c'est dans cet esprit-là, dans ce contexte-là, que nous avons préparé le sommet mondial de l'enfance en 1990. Et le Sénégal ne pouvait se démarquer de l'ensemble du mouvement qu'en offrant au monde entier ses réalisations en termes de politique de santé, par exemple, et en particulier de vaccination. C'était l'époque des programmes de vaccination élargie, PEV, et Aminata Diallo avait eu à compétir dans un concours qui était national avec d'autres de ses pairs pour nous offrir le meilleur plateau de... comment on trouvait, on disait le terme d'ailleurs, adoption. D'adoption, voilà. Le meilleur plateau d'adoption des bébés dans son village. Aminata, elle vient de 300 km, sinon, en tout cas, elle vient de Kolda, si ce n'est pas plus loin que 300 km. Elle vient de Kolda, et pas seulement de la ville de Kolda d'ailleurs, de l'intérieur, de la périphérie de Kolda. Et chez elle, elle allait à l'école, elle était au CM2, ou au CM1 d'ailleurs. C'était au CM1, c'est après qu'elle est allée, elle est passée au CM2 et c'est après qu'on est allé à New York avec elle. Oui. Et elle a eu à adopter un certain nombre d'enfants pour lesquels elle suivait religieusement et les dates de vaccination et les conditions sanitaires de la maman qui allaitait. Et l'environnement, c'était les premiers. Mais alors, les premières idées et les balbutiements de comment créer un environnement sain pour qu'une famille qui soit modeste puisse évoluer dans la maison. Et elle était fabuleuse. Elle était une petite pousse. Et dans le livre que j'écris, je lui rends bien entendu hommage. Et je dis surtout qu'elle était leader à 13 ans. Elle avait 13 ans quand j'ai récupéré cette petite-là. Et donc, on est allé la chercher, une de mes tantes qui vient de décéder. Elle est allée la chercher avec une équipe du ministère de l'Éducation nationale
Je les rencontre d'ailleurs. Anna Sarr Bathily. Oui, Anna Sarr Bathily, l'épouse d'Abdoulaye qui est décédé. Ils sont allés la chercher un jour, donc, et ils l'ont ramenée. En la ramenant, elle n'avait pas d'attache en tant que telle à Dakar. Et elle devait se préparer, comme elle était sortie majeure de ce concours-là, nous avions suggéré au chef de l'État de l'amener avec nous à New York. Elle était donc pressentie pour aller à New York. Quelqu'un qui n'a jamais fait l'école à Dakar, vous allez l'amener à New York. Mieux, vous allez l'amener dans les buildings des Nations Unies. Mais je me dis que c'est vraiment la vie, c'était ce que Dieu avait juste décidé pour elle. Oui. Donc, elle est venue, je l'ai accueillie chez moi, et là, j'ai une fille qui a le même âge qu'elle. Et c'est qu'elle dormait, elle dormait dans la même chambre, et Penda, elle s'appelle, lui parlait tout le temps. Ça a été une pédagogie à l'intérieur de la maison. Et à un moment, elle me dit, mais maman, vous allez aller sur New York. Mais New York, c'est énormément de bruit. C'est des gratte-ciel. C'est la police tout le temps. C'est des sirènes, etc., etc. Et elle se retourne. Aminata, est-ce que tu sais comment on vit à New York? Aminata qui lui dit non. Elles m'ont fait acheter des séries de vidéos. C'était des vidéos à l'époque. Pour montrer la vie à New York, c'était comment? Voilà, pour qu'elle parle de la vie. Et pas seulement qu'elle lui montre, mais elle discutait de ce que c'était. Et à la fin, elle me dit, maman, tu sais, j'ai compris que le jour où vous viendrez me chercher, quand on viendra me chercher et que la police, la sirène de la police siffle, je n'ai pas à courir. On vient me chercher, effectivement. C'est moi qu'on vient chercher pour m'amener dans les salles des Nations Unies. Oui. Voilà mon histoire avec Aminata Diallo. Aminata, on vous a connu très proche du couple présidentiel d'alors, Abdou et Elisabeth Diouf. Après, on vous découvre à côté du professeur Ndioro Ndiaye. Pourtant, il y avait d'autres femmes dans l'entourage du président de la République d'alors. Elle a expliqué pourquoi. Et vous également, vous sembliez être finalement à l'aise, accroché à votre marraine, qui constitue aujourd'hui une référence pour vous. En quoi le professeur Ndioro Ndiaye est une référence pour vous, Aminata? Alors, je l'ai découvert en 1990, alors qu'elle était en charge de la condition féminine, avant juste qu'on ne parte à New York. Et le président Abdou Diouf avait demandé, avec son avis, que j'aille chez elle. Alors, vous vous rendez compte, une enfant qui vient de Kolda, qui n'était jamais sortie de Kolda, qui n'avait jamais vu la mer, qui va directement chez un ministre. C'était un rêve. En réalité, pour moi, c'était un vrai rêve. Et quand je suis allée chez elle, il fallait partir à New York. Comme elle l'a dit, les enfants étaient là, ses enfants étaient là pour me montrer un peu, pour que je n'aille pas à New York, parce que, pour me dépayser, parce que c'était possible que je me dépayse. Et vous vous êtes adaptée rapidement? Quand je suis arrivée, je me suis adaptée, parce que moi je suis une personne très ouverte, naturellement, je parle beaucoup, donc je discute, je veux savoir plein de choses. À chaque fois, je touchais, même dans le salon, je touchais plein de choses, c'est quoi, donc je voulais savoir. Et vous avez trouvé également des gens qui étaient prêts et maman, elle aimait beaucoup les enfants, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup vivre autre chose que ce qu'elle vit. Connaître d'autres personnes, vivre avec d'autres et découvrir. Bien sûr. Par exemple, sur le plan culinaire, c'est quelqu'un qui vivait très sénégalais, qui disait c'est du gâchis qu'on puisse aller, alors que nous avons notre maïs ici, notre mil. Quand il faut faire du thieboudienne, il ne faut pas mettre beaucoup de tomates parce qu'il y a le colorant dans l'huile. Voilà, il y a le colorant dans la tomate. Donc ça, je me rappelle, et voilà des leçons que nous avons, beaucoup d'huile. Donc elle savait comment faire le dosage et comment il fallait utiliser les produits sénégalais pour les mettre en valeur. Donc c'est comme ça aussi qu'elle met en valeur les autres, qui sont différents d'elle, qui peuvent beaucoup apprendre d'elle. Et c'est comme ça que j'ai grandi dans la maison. Est-ce qu'elle vous faisait faire du sport? Parce que j'ai remarqué qu'elle a vraiment gardé la ligne, elle reste toujours jeune. Mais parce qu'elle était très dynamique en fait, maman. Elle n'avait pas le temps de faire le sport, mais elle était très dynamique. Et c'est quelqu'un qui monte et qui descend les escaliers tranquillement. Elle peut faire les escaliers toute la journée sans voilà, c'est pas quelqu'un qui reste à la même place dans la maison. Donc elle monte, elle descend. Parfois les gens disent Ndioro, s'il te plaît, laisse dans le salon, mais je ne vais pas rester. Elle a toujours été très active, donc, très dynamique. Elle est très active. C'est une femme, une mère
Voilà, elle a été toujours comme ça. Elle regarde les notes, elle regarde les cahiers, avec tout le temps qu'elle n'avait pas, mais elle avait le temps de ses enfants. Parce que nous, on amenait nos cahiers à faire signer. C'est obligatoire. Absolument. Tous les week-ends, le dimanche, avant de partir, tu amènes les cahiers. C'est comme ça que ça se passait. Elle signe et tu ramènes à Tout à fait, le lundi. Donc, elle regarde les notes et tout. Oui. Elle aimait qu'on... Elle nous apprenait à être de futures femmes, à être indépendantes et autonomes. Parce que quand vous avez le bac, quand vous allez aller apprendre, c'est ça qu'il disait, quand vous allez à l'université, mais vous allez devoir faire votre lit. Tout à fait. Vous allez tout ranger. Donc, apprenez tout de suite à le faire. Donc, on maison. rangeait notre chambre. Elle fatiguait pas trop les bonnes. Oui. Elle mettait en valeur ses enfants. Elle leur apprenait des choses. C'était pas facile parce que c'est elle très n'avait pas du important. tout le temps. Mais elle avait le temps pour la maison. Elle avait le temps pour les enfants. Elle avait le temps pour nous tous. Donc c'est une des meilleures expériences de ma vie qui m'a servi. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, c'est pourquoi à chaque fois que je vais quelque part, je sais là, c'est la fille de Ndioro. Très bien. Très bien, Aminata. Professeur Ndioro Ndiaye, c'est Oui. deux générations. Oui. Des perceptions et visions différentes sur certains sujets, des oppositions, des confrontations, pas physiques bien entendu, ce sera sur le plan des idées. Vous avez été confronté à ces situations et comment vous l'avez géré entre les deux générations sur certains sujets où vous ne vous êtes pas entendu? Oui. Moi, je pense que tout est une question d'intelligence. Hein. Tout est une question d'intelligence, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et puis ensuite, une certaine empathie, un amour, une affection pour les gens. Moi, j'ai 6 enfants. J'ai 6 enfants. Et dans mon livre, d'ailleurs, je dis que j'en ai eu en réalité 7. Parce que mon mari était le premier, c'était l'aîné, et tout le monde a grandi, il l'a laissé au même endroit. Parce que lui, quand il rentrait dans la maison, il commençait, Aminata est là, il commençait à enlever ses chaussures à partir de la porte. D'accord. Ensuite, quelque part après, ce sont les chaussettes qui partent, la veste. jusqu'à ce qu'il arrive là où il va. Et on était derrière et on prenait. Donc, c'était une famille, juste une famille extraordinaire, machallah, qu'on a réussi à créer. Et la question de l'éducation nous a beaucoup liés, mon mari et moi. La question de l'éducation de nos enfants. Tout à et fait. tous les enfants qui sont Parce passés que l'éducation, c'est les deux parents. tout à fait. Il était prof de faculté, en droit également, et moi-même j'étais en médecine. Et on est issus, lui, ses parents n'étaient pas enseignants, mais moi, mes parents étaient enseignants. Mon papa était un instituteur. Et donc, on a eu ce fil d'Ariane entre nous, et on a voulu mettre nos enfants aussi à l'intérieur. Bien sûr. Et nos enfants et leurs amis. Si bien qu'elle a raison, les carnets le dimanche, c'était un problème quand j'étais pas tellement fameux, quand tu n'avais pas... Les notes n'étaient pas bonnes. Ah, dis donc, quand tu n'avais pas à être fier, parce qu'il fallait que tu t'expliques, et que tu t'expliques à tout le monde, et on ne se fâche pas, mais on disait les choses avec... Alors, pour éviter cela, je te promets que la semaine, tout le monde bosse. Pour éviter que le dimanche, tu sois confronté à tout le monde. Toute la semaine, tu bosses pour ne pas avoir à nous donner un cahier qui n'est pas normal. Mais les conflits intergénérationnels, c'est une réalité, vous les sentez? Mais ce ne sont pas des choses que l'on vit. Un conflit, il éclate quand il y a incompréhension. Oui. Or, quand on prévient, quand on prépare le lit, parce qu'on sait que les jeunes vont grandir, vont devoir avoir à affronter un certain nombre de situations que nous avons connues, eh bien, la plus grande générosité, je crois, pour un parent, c'est de pouvoir anticiper cela. Donc, moi, je n'ai pas eu de conflit de génération à l'intérieur de notre famille. D'accord. Parce que j'ai eu 5 filles et un garçon. Mais vous voyez que c'est ce qui se passe dans la grande majorité des familles maintenant au Sénégal. Et ces situations ont été amplifiées certainement par les mass médias, mais également les réseaux sociaux, les pièces de théâtre qui sont diffusées à longueur de journée. On entend des parents s'insulter, des filles et sœurs se battre, etc. Mais c'est l'éducation, ma grande. Ça, tant que vous sortez l'éducation de son cadre, tant que vous ne puisez pas dans les forces de l'éducation pour résoudre les problèmes et surtout pour voir venir les problèmes et anticiper leurs solutions. Mais vous arrivez à cela. Encore une fois, ce que vous voyez dans les mass médias, ça vous touche quand vous n'avez rien dans la tête. Tout à fait. Ce qu'on rapporte
dans les médias et qui influencent le comportement des jeunes filles. Mais c'est parce que ces jeunes filles ne sont pas préformées. Ces jeunes filles n'ont pas l'information. Ces jeunes filles n'ont pas les références et les repères qu'il faut. Intergénérationnel, oui. Comme débat, moi je le pose comme débat et non pas comme un conflit. Un débat, par exemple, que ma fille ou mon enfant peut me poser la question d'un mariage hors de sa culture, c'est-à-dire un mariage mixte. Par exemple, et j'ai 2 enfants qui sont mariés à des étrangers. Mais il a fallu poser le problème. Tout à fait. Dire voilà comment ça peut se passer. Et la polygamie. La question de la polygamie qui a été et qui est encore moi ma croix. Vraiment, je porte cette croix-là parce que je suis sensible à la polygamie parce que j'en ai énormément souffert. Pas moi en tant que femme, mais ma mère en tant que femme. Okay. Elle a vécu des ménages polygames, même si elle s'est toujours débrouillée pour que tout le monde parte et la laisse seule. Parce que finalement, tout le monde divorce et la laisse. Je lui dis tout le temps, parce que tu es toujours la dernière et les autres viennent, mais elles partent. Et elle me disait, je ne te dirai jamais comment je fais, de toute façon. Mais professeur, chaque fois reviennent dans vos propos l'éducation. Éducation formelle uniquement, selon vous? Non, non. C'est le global, une éducation globale, une éducation dans laquelle tu regardes tous les angles. Une éducation qui peut te venir de la petite que tu utilises comme domestique chez toi, comme de ta propre maman. Par exemple, moi j'ai vécu longtemps avec ma mère et je remercie Dieu. J'ai dû partir 10 ans et je suis revenue et je l'ai trouvée en vie. D'abord une question à vous, Aminata, au professeur Ndioro Ndiaye également, mais d'abord Aminata, est-ce qu'on assiste actuellement à une féminisation du leadership? Oui, en quelque sorte, parce que les femmes comprennent maintenant qu'elles doivent prendre le destin en main. Que nos filles qui vont à l'école sont les meilleures. Quand vous regardez un peu le cursus scolaire, les filles ont tendance à avoir les meilleurs résultats à l'école et que les femmes, qu'elles soient instruites ou pas, sont des chefs de famille de fait. Alors, je crois que c'est important qu'on puisse... Et puis, nous sommes un rempart pour la famille, pour la société, pour tout ce qui se passe. En milieu familial, dans les quartiers, dans les communautés. Alors, vous voyez un peu les Badjenougor, vous avez aussi les Ndeyudara, depuis Madame le ministre Ndioro Ndiaye, quand elle était ministre de la Femme, avec les Ndeyudara. Donc, les femmes sont au devant de tout, même pour la vaccination aujourd'hui. Quand vous allez dans les postes de santé, vous verrez que ce sont les Badjenougor, les femmes, les associations féminines qui prennent en charge, qui vont parler avec leur père pour pouvoir les inciter à amener les enfants à côté au poste de santé pour se faire vacciner. Des choses comme ça. Donc aujourd'hui, les femmes commencent à comprendre leur rôle. Maintenant, il faut leur donner la force et les moyens de pouvoir faire tout ça, de pouvoir éclore et que les politiques aussi soient orientées vers le développement économique et financier des femmes. Des femmes, je crois que c'est important. Et c'est là que je rebondis sur la loi de la parité. Il faut l'améliorer. Il faut que les femmes soient au devant. Il faut que les femmes dans les directions qu'on retrouve. Alors vous allez voir ici au Sénégal, tous les directeurs, je crois que la plupart du temps, les 3 quarts, c'est des hommes. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour un Sénégal où on dit que les filles sont les meilleures à l'école, cela ne reflète pas la réalité. Il va y avoir un problème qui va se poser très rapidement. Très rapidement. Professeur Ndioro Ndiaye, l'expertise. Oui. Allez-y, l'expertise. L'expertise se conjugue aussi au féminin. Alors, le leadership féminin a-t-il tendance à se féminiser? Je ne pense pas qu'il se féminise, mais il aura un poids au féminin très important parce que nos meilleurs candidats sont féminins en ce moment. Même cette année au bac. Même cette année au bac. Et avec des conditions terribles.
des jeunes filles, des jeunes femmes Une femme mariées accouchée, qui en train de accouchent, faire tout le à fait. bac, et elle est première de son centre. Tout à fait. Par la même occasion aussi, on voit des femmes qui font des infanticides et qui sont majeures aussi au bac. Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est des problèmes réels qu'on est en train de vivre. Et le leadership féminin va finir par s'imposer d'elle-même. Aminata l'a dit, à l'université, on a très peu de femmes qui arrivent au bout. Ouais. Mais parmi les femmes qui arrivent au bout, c'est les meilleures. C'est les meilleures du groupe. En dentaire, je peux prendre en dentaire, Oui. qui est mon domaine. On a des candidats à l'agrégation et tous les candidats qui reviennent, il n'y a pas de candidate qui échoue. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est les femmes. C'est les femmes. Elles C'est les prennent femmes. conscience. Elles sont motivées, elles sont committed, comme on dit en anglais, et elles veulent s'en sortir. Puis elles comprennent très bien les enjeux. Et je crois que ça, le leadership au féminin, oui, ça va se conjuguer certainement au féminin, mais là où le bas blesse, c'est vraiment pourquoi, en tant que civil servante, les femmes en tant que civil servante, pourquoi il y a 2 poids et 2 mesures? Pourquoi, quand on nomme à des postes de responsabilité des Sénégalais, que les garçons soient plus nombreux que les femmes, Ouais. alors que les femmes font leurs humanités comme les garçons, et elles ont montré par ailleurs qu'elles sont capables aussi de conduire, de manager, de gérer et d'être des leaders. Tout à fait. Professeur Ndioro Ndiaye, comment voyez-vous l'engagement féminin ces 2 dernières décennies? Il est là, il est là encore, il est d'autres natures. Les combats ne sont plus les mêmes. C'est pour ça que les combats requièrent d'autres attitudes et d'autres comportements et d'autres moyens que les moyens que nous avons utilisés après 2015, par exemple, après la conférence de Pékin. Je pense que 25 années se sont passées. Femmes sénégalaises à l'horizon 2015, c'est la raison pour laquelle nous avions fait cette étude-là, pour sortir les indicateurs qui vont nous gouverner à partir de 2015 allant vers le haut. Et entre 2015 et 2030, tous les indicateurs, c'est encore une fois l'éducation, c'est l'alphabétisation fonctionnelle, c'est le milieu rural, les femmes du milieu rural, l'émergence des femmes du milieu rural. C'est quoi? C'est la question de la petite fille. Oui. Comment faire pour que les filles aient les mêmes chances que les garçons, Oui. pour émerger dans le système éducatif et dans l'entrepreneuriat. C'est quoi encore? C'est la question de femmes, paix et sécurité, Oui. la présence des femmes dans le monde de la paix et de la sécurité. Voici les choses qu'on avait sorties de Femmes sénégalaises à l'horizon 2015, disant que cela va être le poignet de défis que tous les gouvernements vont avoir à Certains ont affronter. été relevés, mais il reste encore à faire. Il y a beaucoup à faire. Pensez-vous que les filles et les jeunes femmes sont prêtes pour assurer la relève générationnelle? Il y en a beaucoup. Aminata est là, ses autres sœurs aussi sont là. Oui. Il leur faut juste encore davantage de formation, une plus grande formation pour qu'elles soient plus solides et qu'elles soient plus sûres d'elles. Et pour qu'elles puissent se dire qu'elles peuvent tirer n'importe quelle chaise, de n'importe quelle direction, table de direction, s'asseoir et être pertinent. Avoir de l'entrepreneurship, être entrepreneur, et vous l'êtes tous. Chacun d'entre vous ou chacune d'entre vous a un job, un travail, mais a également une structure de génération de ressources à côté. Et c'est ça qu'il faut, parce qu'il vous faut créer de la richesse. Il vous faut avoir de quoi payer ce dont vous avez besoin pour être développé. Tout à fait. Une question à toutes les deux. Comment jugez-vous la politique des gouvernants à l'endroit des femmes? D'abord, professeur. Aussi timide que quand j'étais là. Ah oui. Moi, je trouve qu'on aurait pu donner à notre petite sœur Ndeye Saly Diop plus de moyens. On aurait dû la laisser travailler. Et elle a voulu, parce que moi, j'en sais quelque chose. Elle a voulu s'entourer aussi de personnes qui puissent l'aider à aller au-delà des sentiers battus.
mais on la tire par la jupe ou par le pagne, comme ça, selon comment elle s'habille. Mais je pense qu'on aurait dû la laisser évoluer, prendre son envol, avoir des standards beaucoup plus élevés que juste s'occuper des talibés. Ouais. Avoir des standards beaucoup plus élevés que juste venir dans une communauté et leur distribuer des masques, par exemple, sans savoir si au lendemain, des masques seront encore dans la même maison ou pas, ou dans la poubelle, etc. On aurait dû la laisser faire quelque chose de plus nouveau, de plus revigorant, de plus revolving aussi, parce que ça se renouvelle. Et qui s'adapte à l'évolution du monde. À l'évolution du monde et du temps, et non pas donner des subsides. Ouais. Les femmes n'ont plus besoin de subsides. Les femmes ont besoin de budget, qu'elles gèrent, qui génèrent des profits qu'elles peuvent discuter. En matière de gestion de budget, les études ont montré que les femmes s'illustrent plutôt bien. Voilà. Aminata, la politique des gouvernements à l'endroit des femmes? C'est un peu faible. Moi, je suis très nostalgique de ce qui se passait avant 2000. Avant 2000, nous sommes toutes nostalgiques de ça. Évidemment, nous, on travaille beaucoup avec le ministère de la Femme, mais c'est plan de retrait, distribution de masques, alors que le niveau était élevé. Chez les femmes, le niveau commençait à s'élever pour les femmes intellectuelles. Et on tirait les femmes rurales, mais aujourd'hui, on sent toujours... Tout ça, c'est dans les tiroirs, apparemment. Il n'y a pas de moyens pour continuer. Vous avez même perdu les acquis ou bien c'est le statu quo? C'est le statu quo. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui se développent dans l'entrepreneuriat. Exemple sur nous toutes, parce que nous, ce qu'on a appris aux côtés de maman, c'est que il faut avoir les moyens de faire sa propre politique. Il faut avoir le moyen de se développer. Déjà personnellement, c'est-à-dire l'humain en tant que tel. Donc nous, en dehors du travail que nous avons, que nous faisons tous les jours, nous avons notre petite entreprise ou PME sur laquelle nous puisons pour mieux développer les choses, pour mieux peut-être appuyer notre monde politique et tout ça. Parce qu'il faut que nous restions autonomes et indépendantes, parce que toute l'économie est détenue par les hommes. Donc il faut que les femmes puissent maintenant mieux comprendre leur rôle et continuer à chercher les revenus dont elles ont besoin, parce que rien n'est donné. Si nous sommes venus en 2010 avec la loi parcellaire, comme Dior Falso le dit, parce que ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour juste les femmes qui sont dans les instances politiques. Et même ça, je vous dis, pour les femmes, nous qui sommes dans les instances politiques, ce n'est pas facile. Parce que tous les jours, on vous dit, ben, si ce n'était pas la loi, vous ne l'auriez pas. Donc ça veut dire que voilà, c'est la loi qui vous donne un cadeau. Donc c'est avec dédain qu'on vous donne les choses. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent même pas que vous soyez à la même table qu'eux. Donc il faut qu'on continue à se battre. Il faut aller vers de nouveaux enjeux pour les femmes au Sénégal et tout, que de travailler sur des plans de retrait des enfants de la rue. Les femmes, il faut qu'elles se développent. Il faut qu'on ait les ressources pour nous permettre d'aller de l'avant et de développer nos familles. Parce que nous sommes là au devant de la famille, malheureusement. Nos maris ont plusieurs femmes. À chaque fois qu'ils ont de l'argent, mais ils vont aller encore prendre d'autres femmes. Ce qui fait que les ressources diminuent, ne sont pas distribuées à celles qui étaient là, qui en a vécu avec ses enfants pour que tu en arrives là. On l'oublie, on va vers une autre. Donc nous, les femmes, nous avons aujourd'hui, nous devons toutes rêver ou nous mettre au devant pour avoir les ressources qu'il faut pour développer nos familles et nos communautés. Digne héritière du professeur Ndioro Ndiaye. Franchement, pour finir, professeur, vous êtes aujourd'hui en face de Aminata, une femme de la nouvelle génération. Quel conseil donneriez-vous à des femmes comme elle pour que l'engagement féminin ne meure pas, pour que le leadership féminin continue de vivre? Oui, mais écoutez, moi je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Moi, je crois en une chose, je crois en la personne humaine. Et je crois à ces jeunes-là. Parce que je les ai vus faire un parcours très, très honorable. Et il faut investir en cela. Oui, le leadership féminin, il faut qu'il vive. C'est la seule voie de salut. Et le leadership féminin, pas seulement dans la politique, parce que s'il s'agit de politique, franchement,
Aminata est là et je parle sous son facile. contrôle. Les femmes à l'Assemblée nationale, c'est pour crier, c'est pour s'insulter. Dans les débats, c'est pour vraiment amener des discussions de très bas niveau. On a besoin d'elles que quand il s'agit de rassenter, etc., etc. Donc le leadership à ce niveau également, c'est un réel problème qu'il faut mais construire. on arrivera à bout par la formation. Et on le fait. Il y a eu du mieux par rapport à la 12e. Aminata, il y a eu du mieux. C'est vrai qu'on n'a pas pu relever le niveau de l'ensemble des femmes qui sont là-bas, mais je veux dire que les déboires, les petits déboires que vous égrenez comme cela, ça existe aussi chez les hommes. Seulement les hommes sont beaucoup plus malins, tout simplement, étalent moins bien leur dissension, mais ils se font des coques en jambes aussi et vraiment souvent très très féroces. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je crois en la femme. Moi j'ai une profession de foi que j'ai aussi développée ici, en la femme. Et cette profession de foi, elle est articulée sur un certain nombre de déterminants de la cause de la femme. Et Aminata a parlé tout à l'heure de la question de la polygamie, mais la question de la femme rurale aussi est un de mes déterminants. Comment elle a germé, comment elle fait bonne figure maintenant, quand on voit les chefs d'entreprise de la région du fleuve au féminin. Absolument. Et pour le riz local. La question de la politique, le leadership. Un leadership difficile à conquérir en politique. Quand vous pensez à Caroline Diop, à Mantoulaye Guène, quand vous pensez à Fatoumata Ka, Maïmouna Kane, qui m'ont précédé, toutes qui m'ont précédé dans la chose publique, eh bien, il y a eu certainement des avancées. Elles ont dû percer quelque chose. Le plafond de verre a dû être percé quelque part pour elles. Mais par rapport à elles qui viennent, ce groupe qui vient, je pense qu'il faut autre chose maintenant. Il faut que les gouvernants le comprennent. On n'a pas besoin juste d'un ministère de la Femme pour faire bonne figure et pour être cité dans les réunions. Nous, à l'époque, quand on allait au CSW, la Commission du statut de la femme, donc à New York, et dans d'autres réunions, pas seulement des réunions de femmes, le Sénégal était tellement brillant au plan diplomatique que la plupart des délégations étrangères attendaient, écoutaient le discours du Sénégal avant de s'exprimer, même à la tribune des Nations Unies, y compris au moment du sommet de l'enfance. Donc c'est des acquis, et qu'il faut reconquérir. Hein, et ma foi, je leur souhaite beaucoup de courage. Il y a des jeunes, il faut banquer, investir en elles pour y arriver. W First One TV, conversation entre deux générations, professeur Ndioro Ndiaye, Aminata Diallo. La suite, c'est dans un instant.